Retour sur le plateau de la feuille de match et j'ai même envie de vous dire les amis que vous me manquez déjà. Nous sommes déjà dans la dernière partie de cette émission avec les 5 dernières rencontres de la grille Parion Sport. L'Autofoot 15 a validé samedi, on l'a dit tout à l'heure, avant justement samedi 8h55 en heure locale. Une grille qui vaut quand même, Patrice Basile l'a déjà dit à plusieurs reprises et ça sent bien le 14 parce que c'est comme ça qu'il fait, a validé donc avant samedi 8h55 mais surtout qui vaut 1 million d'euros si vous avez les 14. Et là, 1 million d'euros, ça peut faire du bien là où ça passe. Et j'aurais bien aimé que ça passe. On pourra acheter un autre gâteau. Oui, on pourra par exemple acheter notre gâteau d'anniversaire ou encore faire du bien à vous, amis téléspectateurs qui nous regardez donc ce soir derrière ce petit écran. Nous passons au match numéro 10 et nous filons en Espagne, messieurs. On va commencer avec un ogre. En chien, j'ai envie de dire comme on dit en créole, un ogre en chien, et oui, le FC Barcelone qui ne met plus un pied devant l'autre, qui a d'ailleurs fait match nul ce jeudi contre Cadix, 0-0, avec un Ronald Koeman de plus en plus en danger, et les Barcelonais, encore une fois, vont rencontrer une petite équipe pour essayer de se refaire la cerise. Exactement, l'Levante, normalement, c'est une équipe qui est dans l'ordre des choses pour le Barça en temps normal. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en ce moment, on est en plein doute. On est en plein doute. Voilà, le carton rouge et le match nul aujourd'hui, c'est problématique avec De Jong, donc, qui plonge cette équipe dans le dur. Donc, face à l'Levante, comme vous le dites, c'est l'occasion, en tout cas, on ne peut pas demander plus. C'est pas l'Atlético, c'est pas le Real. Il faut absolument que le Barça puisse, à domicile, remporter cette victoire pour pouvoir remonter un peu le classement. 7e, non, c'est pas intéressant. Mais moi, victoire de Barcelone, pour moi, tout de même, j'y crois. Alors le million d'euros est peut-être là, parce que c'est vrai qu'il y a 2 ans... Je rappelle quand même qu'il l'a fait l'année dernière, c'est pour ça qu'il se gonfle un peu le torse et qu'il se gargarise un petit peu. Il l'a déjà fait. Il y a 2 ans, ou même l'année dernière, si on avait parlé de Barcelone-Levante, sans problème, Barcelone gagnant. Ah oui, mais Messi était là. Voilà, mais là, c'est plus du tout le même Barcelone, c'est ça qu'on oublie. Enfin, on a tendance à oublier. Et c'est vrai que Levante, par exemple, quand ils vont jouer Barcelone, ils jouent Barcelone, donc ils vont être super motivés alors que Barcelone n'est plus ce l'était. Donc, je pense que ce match-là peut créer la petite surprise qui va faire que, voilà, ça va créer peut-être la grille parfaite. Donc moi, je ne suis pas certain... Je suis pas certain que... Il ne les connaît pas, mais il sait qu'il Non, mais Levante n'est pas une équipe qui est capable d'aller battre Barcelone normalement, mais aujourd'hui, tout peut arriver. Tout peut arriver. Et c'est ça qui est intéressant en tant que parieur, c'est qu'on peut parier sur justement une victoire de Levante, et c'est ce que je vais faire. Moi, je vais faire exactement la même chose. C'est vrai que pourquoi pas tenter la surprise avec De Jong qui sera pas là, qui est finalement le meilleur joueur de l'équipe depuis le début de saison. Une attaque qui est risible. On a en fin de match, on avait De Jong, on avait Depay et Piqué en attaque. Alors Piqué, donc en gros, vous avez 2 Piqués justement en attaque. Moi, j'ai mis le début de la tête. On est loin du FC Barcelone qu'on a connu dans les années 2010. Et alors la conférence de presse de Koeman, c'était lunaire. Il n'y aurait pas eu les traductions. Moi, je croyais que c'était un des avis d'obsèques. Je vous jure, c'était effrayant. Donc c'est mon gros coup. Match nul et peut-être la surprise Levante. Voilà. Moi, je vois un match nul parce que Barcelone n'est plus ce qu'il est. Barcelone ne fait plus peur à personne et malheureusement, toutes les équipes qui vont jouer le FC Barcelone vont tenter leur coup. Donc, je ne vois pas Levante gagner, mais je ne les vois pas perdre non plus. Donc, match nul pour moi. Match nul pour Mike. Les Barcelonais qui ont quand même déjà remporté 26 des confrontations avec Levante. Levante n'a gagné que 5 petites fois au Barça. Mais c'est pas grave, ça peut faire quand même la surprise. Et ça peut rapporter gros. On reste en Espagne avec le match suivant, c'est le match numéro 11. Et il concerne qui? Eh bien, ceux qui fonctionnent, qui carburent en ce moment. C'est l'équipe de Carlo Ancelotti, le Real Madrid. Mike qui affronte donc Villarreal. Et là, pour le coup, le vrai sous-marin jaune, il est là et je pense qu'il va couler. Moi, je pense qu'il va couler et il va prendre beaucoup de buts. Attention, Villarreal, ils ont un déplacement compliqué à Old Trafford contre Manchester qui n'a pas gagné son premier match. Donc... victoire du Real Madrid, pour moi. Bon, on va juste rappeler que le Real, ils ont infligé un 6-0 à Marrakech, ou 6-1, je ne sais plus, avec un triplé d'Asensio en tout cas, but de Benzema. Je ne vois pas le Simorin jaune résister à ce grand Real, donc victoire du Real à domicile. Oui, le Real, cette année, incontestablement, c'est le favori de la Liga. Je crois que personne ne peut contester ça. Et ils ont retrouvé vraiment une très bonne équipe. Donc,
sur ce match-là, évidemment, il n'y a pas photo. Hein, c'est clair et net que le Real va gagner. Mais je vais quand même attirer l'attention que, effectivement, c'est une équipe aujourd'hui qui retrouve son palmarès, enfin, qui retrouve son niveau qu'elle avait même il y a 2 ou 3 ans. Benzema y est pour beaucoup. Son entraîneur y est pour beaucoup. Et je pense qu'on va encore en entendre parler. C'était de bon augure. C'est de bon augure. Pas de difficulté, hein. Si ce serait un TGV, il serait merengue, il serait blanc, c'est un Falcon aussi. Il y a un train qui est de folie. Voilà. Il ne laisse, comme tu dis, par rapport aux autres équipes tout à l'heure, il ne laisse aucun doute aux adversaires qui vont vouloir, même quand ils mènent 1-0. À la fin, c'est 2-3. La dernière fois, c'était impressionnant. En 5 minutes, voilà, c'était fini. Franchement, et puis ça peut marquer de tous les côtés, du défenseur à l'attaquant de pointe. Ça décoche et c'est placé, et les remplaçants, donc victoire. C'est costaud. Voilà, très costaud. Donc je pense que c'est une équipe qui n'était pas moribonde l'année dernière, elle s'est juste renforcée, il me semble. Et puis il y a une patte Ancelotti, il me semble, hein, quand même. Je trouve qu'il a une bouille, mais on sent qu'il transmet quelque chose aux joueurs. Un revenant. Un revenant qui, voilà, c'était pas dit. Et voilà, moi je trouve que le Real, c'est vraiment la sécurité à domicile. Sécurité à domicile, d'autant plus que les joueurs de Villarreal n'ont gagné que 4 fois du côté de... En tout cas, n'ont gagné que 4 fois face au Real de Madrid. Nous allons revenir, les amis, en France pour les 3 dernières rencontres de cette grille. La rencontre numéro 12 concerne Mike, puisqu'il aime bien Lyon, a-t-il dit. Et Lyon qui accueille Lorient, une équipe capable du meilleur, mais parfois du pire, mais souvent du meilleur. En tant que Lyonnais, je ne peux pas parler contre mon équipe, donc victoire de Lyon. Lyon a fait un très bon match contre le PSG, ils n'ont pas démérité. C'est vrai, la petite erreur de Denayer, ça m'a vraiment peiné. L'erreur de marquage L'erreur de marquage face à Icardi. Et je pense que pour une équipe de Lyon... Le déplacement d'Icardi aussi était un peu... Oui, mais... Et la passe de Mbappé aussi. La passe, elle était belle, mais quand au niveau professionnel, je suis désolé, il faut vraiment... non, on ne lâche pas un joueur comme ça à 5 mètres de ses buts. Donc, je dirais victoire de Lyon. Victoire de Lyon. Les Merlus, qui c'est qui, quoi? Moi, ça aurait été l'année dernière, Lyon était un peu plus dilettante. Là, j'ai trouvé un peu plus sérieux. Ouais. Ils ont été pas mal sur les matchs contre Paris, contre Strasbourg et contre Troyes, les 3 derniers matchs. Donc, victoire à domicile. Alors moi, je ne suis pas tout à fait de cet avis parce que je pense que Lyon n'aime pas trop ce genre d'équipe. Lorient, moi, je suis persuadé qu'ils vont mettre le bus derrière et ils vont attendre. Et c'est vrai que Lyon, contre ce genre d'équipe, ils ne savent pas trop comment faire et je ne pense pas que ça va être un match simple pour eux. Donc je vais tenter le nul et j'aurais même été tenté de dire que Lorient peut faire la différence sur la fin avec un contre bien placé. Enfin bref, ça va être un match compliqué pour Lyon, très très compliqué. Dans le domicile, moi, je n'ai pas de difficulté à pronostiquer la victoire de Lyon. Moi, on a senti quand même hier, entre aujourd'hui, le match, on a senti quand même qu'il commence à avoir, commence à avoir une équipe. Sous le blé Shaqiri, j'ai vu là, cet enthousiasme des joueurs sont venus vers lui alors qu'il vient d'arriver. On sent qu'il y a quelque chose. La patte boss commence à arriver. Moi, je pense pas que Lorient, malgré effectivement une belle victoire à 10, ça veut dire que c'est costaud quand même. Justement, avec ce joueur en moins, peut-être un joueur capital, je ne pense pas qu'à domicile, en tout cas, Lorient pourra rivaliser avec ce Lyon-là. Merci messieurs pour toutes ces précisions. Nous passons au match suivant. C'est déjà le match numéro 13 entre Bordeaux et Rennes. Infographie. C'est intéressant, vous allez voir. Et regardez bien. 50 victoires pour Bordeaux, 29 matchs nuls et 29 victoires pour Rennes. Ça, c'est l'histoire des rencontres entre ces deux formations des Girondins de Bordeaux qui restent sur 2 succès consécutifs face aux Rennais. Voilà, 2 équipes qui reviennent bien, qui sont on va dire dans une bonne dynamique, une dynamique positive. La patte Petrovic, parce que vous aimez bien parler de patte, maître, j'ai le sentiment qu'elle est en train de prendre avec cette victoire à Saint-Etienne, ce match nul arraché au forceps à Montpellier, cette équipe bordelaise qui revient. Et pourtant, moi, je vois bien une victoire de Rennes. Moi. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, carrément. Je pense que Rennes nous habituait à du très mauvais au très bon. Et je les sens effectivement assez décomplexés pour pouvoir faire un coup à Bordeaux, malgré le respect que j'ai, comme vous l'avez dit,
le travail commence à prendre au niveau Petrovic. On sent bien que les joueurs aussi commencent à donner un rendement intéressant. Voilà, mais je trouve que non, Rennes là a de quoi créer la surprise à l'extérieur. Alors c'est vrai qu'il y a deux semaines de cela, j'avais parlé de Bordeaux, j'avais dit que c'était une équipe fade, qui arrivait sur le terrain sans savoir trop quoi y faire. Bon, c'est vrai que ça a un petit peu changé depuis. Bordeaux a retrouvé un plaisir de jouer. Il y a un petit joueur là qui leur fait du bien, là, c'est le Wang Wisho, là, c'est le coréen qui leur fait du bien aussi. Kalou aussi donc là, il y a une petite dynamique qui s'est créée. Mais alors par contre, Rennes, le 6-0 qu'ils ont mis à Clermont n'était pas le fruit du hasard, parce que Rennes en fait avait un potentiel déjà, mais il manquait l'étincelle. Et vous savez ce que c'était l'étincelle? C'était le retour de Jonas Martin. Et lui, arrivant là dans cette équipe, il a su créer une dynamique encore plus forte, et je pense que Rennes maintenant est parti pour une bonne saison, et je pense que Bordeaux va perdre ce match. Alors déjà, moi, quand je vois Bordeaux à domicile, en général, je mets le nul, déjà pour commencer. Et ensuite, il me restait un double, en fait, pour ce match-là. Alors d'un côté, Bordeaux, c'est vrai qu'ils sont pas mal en ce moment, à la surprise un peu. Et Rennes 6-0, franchement, ça m'a impressionné. Donc je vais mettre le N et donc le nul et la victoire de Rennes à l'extérieur. Pareil, je vois pas Bordeaux gagner ce match. Moi, j'ai mis victoire de Rennes ou bien nul. Pourquoi? Parce que Bordeaux, en fait, j'arrive pas à cerner cette équipe. C'est une équipe pour moi qui est inconstante. Ils peuvent gagner et après perdre 3 matchs et puis voilà. Mais je pense que Rennes, après leur victoire 6-0 contre Clermont, non, ils ne viendront pas pour perdre à Bordeaux. Voilà. Alors j'ai eu beaucoup de doutes sur la présence de Petrovic sur le banc bordelais. Il est arrivé tard, il n'a pas eu le temps de faire son équipe, etc. Mais force est de constater quand même qu'il y a quelque chose de nouveau par rapport à la fin de l'ère Gasset qui était un peu compliquée du côté de Bordeaux. Ça ne veut pas dire que tout ira bien pour Bordeaux et que Bordeaux sera champion, mais j'ai le sentiment quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre. Rappelons-nous que cette équipe-là, c'est quasiment le même effectif à peu de choses près que c'est celui qui a terminé la dernière saison, et Bordeaux a terminé la dernière saison limite, voilà, à la limite. Et Bordeaux qui, soit dit en passant, a recruté également Nyang. Ah oui, gratuitement, un joker. Ouais, gratuitement, un joker. C'est pour moi, voilà, avec le coréen, je pense que voilà, ça peut être quelque chose de pas mal. Ouais. À voir, à suivre. Messieurs, dernier match de la grille, le Paris Saint-Germain qui accueille Montpellier. Paris invaincu face à Montpellier depuis 10 rencontres. Quand je vous ai dit ça, je vous ai tout dit. Paris, c'est 7 sur 7. Le grand 8 pour le PSG, oui, non? Non. Non. Pourquoi pas, voilà, un petit arrêt. Pourquoi? On sent que c'est le cœur qui parle. Non, pas forcément, pragmatique. On a un match de Coupe d'Europe qui est important, qui arrive 2-3 jours après. On a plus de 7 points d'avance sur Marseille. Bon, est-ce qu'il y a un enjeu? Voilà, est-ce qu'on va mettre le pied sur le ballon comme si c'était le match du siècle? Je ne sais pas. Et en face, il y a un Montpellier qui est beaucoup mieux. Je ne sais pas, je trouve que Paris peut gagner, mais je ne suis pas sûr qu'ils mettent l'équipe type. Voilà, il joue dimanche. Moi, je vois Samedi. Je vois Montpellier capable de pouvoir au moins arracher le match nul. Voilà, s'il ne met pas l'équipe l'équipe première habituelle, parce qu'il va falloir garder des forces pour Manchester. Voilà. Je vais faire un calcul en disant l'enjeu, l'influx même psychologique est différent. Voilà, que s'ils étaient à un point, Marseille était à un point. Quoi. Je veux dire, Bon, on l'a dit, on l'a redit, PSG effectivement n'a pas le rendu qu'ils devraient avoir avec toutes les stars qu'ils ont dans leur équipe. Par contre, il y a une chose qui a quand même, à mon avis, va créer quelque chose, un déclic, c'est que quand vous gagnez 2 matchs de suite à la 94e et à la 96e minute, ça vous donne une niaque et ça vous donne une envie d'encore mieux faire. Et donc je pense que là, ils ont compris qu'il fallait qu'ils se remettent en question, enfin tous ceux qui avaient l'impression qu'il suffisait de rentrer sur le terrain pour gagner. Je crois que Paris a compris qu'il allait falloir se battre, et une fois que cette machine infernale se sera mise en route, et j'espère que ce sera contre Montpellier qu'on aura ce fameux match référence. Et donc pour moi il n'y a pas photo, Paris gagne sans problème. Je suis à peu près du même avis, je pense qu'ils vont faire effectivement tourner, on risque d'avoir l'équipe A'. Mais honnêtement, l'équipe A' du Paris Saint-Germain reste largement supérieure, je pense, à Montpellier, même s'il y a des TJ Savani, on l'attaque un peu moins bien cette année quand même, mais ça reste intéressant Montpellier. Mais alors Paris, on va dire légèrement. Ils vont perdre des matchs, mais pas celui-là.
Donc victoire à domicile Paris. Victoire de Paris pour moi aussi. Montpellier qui perd ses 2 meilleurs joueurs, Andy Delors et Laborde. Donc même si Paris fait tourner son effectif, non, je pense que Paris gagnera ce match. Paris gagnera ce match. Donc on verra tout cela bien évidemment à la fin de l'émission où vous allez voir s'afficher sur votre écran la grille que nous allons vous proposer au jeu. Les amis, parole à la défense, non? C'est l'heure. Alors parole à la défense. Maître Pascal Bon sur son arbre perché va devoir défendre un sérieux client. Ils sont 3, je les ai mis tous ensemble. Il y a Monsieur Turpin, Monsieur Pignard, l'arbitre de Metz Paris Saint-Germain, et je vous ai mis également Neymar, association de malfaiteurs pour vol en réunion. Maître, c'est à vous. Alors, voilà, c'est très intéressant puisque cette fois-ci, nous avons affaire à 3, on va dire, accusés, 3 inculpés, et 3 inculpés qui, à mon sens, si on considère qu'ils sont coupables, auront des peines distinctes, différentes, qui tiennent compte de leur comportement et de leur personnalité. Et donc, je dirais coupable peut-être déjà pour Turpin, parce que Turpin, c'est un récidiviste. Alors, c'est vrai qu'on oublie, on a beau dire que c'est le meilleur arbitre 2021-2020, enfin voilà, il est le seul représentant français qui a participé donc, à la Coupe d'Europe de 2020, mais oui aussi, c'est lui aussi qui a été remercié aux phases finales, parce qu'effectivement, il n'a pas donné satisfaction dans le match Danemark-Russie. Donc ces erreurs, il les a payées cash. Et aussi, c'est un récidiviste parce que on est resté, plus ou moins, il nous a rappelé à son souvenir par rapport à 2 matchs qui ont laissé un goût amer l'an dernier en Ligue 1. C'est le match Monaco-Lille et un autre match où, à chaque fois, on a l'impression que M. Turpin est toujours celui qui participe au tournant du match. Voilà, tournant du match serré. Et c'est une décision arbitrale qui vient, on va dire, influencer le score final. Et ça a l'air d'être cela encore. On peut peut-être finir sur un match nul entre PSG et Lyon. Et on a, donc, c'est fait. Et les faits dont on parle, c'est effectivement le comportement de Neymar, cette fois-ci, dans cette attaque. Et c'est vrai que face à ce défenseur qui a vraiment donné satisfaction tout le long du match, il y a eu ce fait de match litigieux qui a laissé place à la polémique. Et quand on parle de ce fait de jeu, il y a 2 manières de voir les choses. Soit on considère que ce sont deux actes distincts, ou soit on globalise l'action. L'action qui consiste dans un premier temps, et ça tout le monde l'a vu, et les spectateurs l'ont vu, vous l'avez vu, c'est cette manière dont il s'agrippe, où il prend soutien sur le coup même de Guito pour pouvoir passer, où il fait la différence, et derrière, malencontreusement, dans l'élan, donc Guito lui tombe dessus et l'empêche de pouvoir finir l'action. Donc soit on considère qu'il y a eu cette première faute, et là on siffle, et on revient à cette faute, et donc il n'y a pas pénalty, ou soit on considère que c'est un fait global, et à ce moment-là, effectivement, puisque j'ai un peu révisé la loi numéro 14 sur les 10 situations où on peut siffler pénalty, on considère qu'il y a pénalty, et donc il n'y a pas eu vol. Bon, soit on s'arrête là, ou soit encore plus loin. Quid encore de Turpin sur l'assistance vidéo aujourd'hui. Je dis, on a encore une fois, il manque un accusé ce soir, c'est peut-être aussi l'arbitrage français de manière générale. Est-ce qu'on va continuer à garder ce décalage entre ce que nous pouvons regarder, avoir comme image dans l'instantané devant nos écrans, et ce qu'on donne à M. Turpin et aux autres comme moyen pour pouvoir prendre la décision. Et c'est vrai que là, on peut à la fois se dire que on a cette relation arbitre-assistant VAR et arbitre de champ qui doit être revue. Voilà, au détour, peut-être, je dis la sanction qui pourrait être pour Turpin de stage, en tout cas des assises de l'arbitrage français pour pouvoir se mettre au niveau. Au niveau comme au rugby où l'arbitre de champ, il a un micro. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas considérer que ce serait la norme aujourd'hui, qu'il puisse avoir une activité tout de suite, où l'arbitre assistant peut dire attention, il y a peut-être à revoir, viens regarder, puisque dans ce match-là, il n'y a pas eu donc cette possibilité, il n'y a pas eu en tout cas pour M. Turpin l'occasion d'aller regarder la VAR pour pouvoir conforter sa décision. Il y a aussi peut-être, je l'ai dit, comme c'est un récidiviste, peut-être aussi qu'il a cette pression sur lui. Parce qu'avec ces faits de 2020-2021, il se dit peut-être que, et c'est ce qui aussi relève de l'arbitrage, c'est que si lui, il va vers la VAR et qu'il doit se déjuger,
au niveau administratif, au niveau du public en tant qu'arbitre, il sera sanctionné. On va encore détecter une erreur. Et est-ce qu'il avait envie, dans son ego, d'aller voir cette VAR pour pouvoir constater son erreur devant tout le monde? Peut-être que non. Donc il faut l'y aider. Et troisièmement, un peu comme le troisième accusé, est-ce qu'on peut considérer aussi que, voilà, malgré nous, il y a quelque chose qui plane sur une Paris mania où, quand on voit Neymar faire tant d'efforts pour pouvoir accélérer, on a envie de donner cette espèce de sésame à l'attaquant, comme l'a dit aussi l'arbitre Saïd, sur celui qui fait la différence et finalement, le plus malin, qui s'appuie ou pas sur le défenseur, ben, il y a lieu de sanctionner positivement et de pouvoir permettre donc, ce pénalty. Donc c'est vrai que c'était sulfureux, c'est vrai qu'il y a à discuter, il va falloir que l'arbitrage français, je l'ai dit, puisse s'asseoir là-dessus parce qu'on ne peut pas continuer encore à laisser ce décalage. À laisser exploser un mec comme Thiopin qui est déjà en difficulté, je l'ai dit, avec ne pas avoir ces éléments-là aujourd'hui, c'est continuer à vraiment à mettre la poussière sur le tapis. Aujourd'hui, on est coupable, c'est vrai, mais à mon sens, Neymar doit faire attention parce que là on a à l'œil, les autres arbitres l'ont à l'œil, on le connaît pour cela, il est malin, mais voilà, on ne peut pas toujours en profiter. Mais à mon sens, va falloir que l'arbitrage français puisse aussi, et je finirai par là, être comme les directeurs sportifs, comme les autres managers, pouvoir aussi, peut-être aussi, parfois assumer une décision. Par la suite, pourquoi on a ce côté si aphone de l'arbitrage des responsables arbitraux français? On peut, à sortir de match, puisqu'on a les débriefings et tout ça, dire voilà, nous assumons le communiqué officiel de l'arbitre qui dit j'ai pris telle décision pour telle raison qui sont liées au règlement. Et là, on n'a rien du tout. Chaque fois, on laisse se planer cet esprit de doute qui n'apporte pas de bien au football en général. Messieurs, cette plaidoirie de Maître Pascal Bon. Moi, je la trouve excellente. J'ai juste une petite précision à donner. C'est que je crois savoir pourquoi les arbitres sifflent plus favorablement pour le Paris Saint-Germain. C'est pour le plaisir de voir Neymar tirer ses pénaltys. Je trouve que Neymar a inventé un style qui fait que le gardien il devient fou. Et autant on a baptisé le nom de Panenka, puisque le joueur Panenka avait tenté ça il y a quelques années, autant je crois qu'il faut la rebaptiser Neymar, parce que je n'arrive pas à comprendre comment le gardien à chaque fois se fait prendre et n'arrive plus à bouger. C'est fou, hein, comme... C'est pas Zidane qui est un peu remis au goût du jour, hein. Zidane qui avait remis un peu... La Panenka. La Panenka, oui. C'est une autre invention encore. Ouais, c'est vrai que Neymar, il a un style où, en fait, il regarde jamais le ballon, il le repère juste au début. Et puis il s'arrête. Il regarde le gardien pendant toute sa course. Et le gardien ne bouge pas. Et je crois... Et le dernier pied, le dernier appui, il le ralentit. Alors le gardien, il sait pas où partir, il part d'un côté et là, hop, c'est fini. Je sais pas si vous avez remarqué, mais avant que Neymar tire, donc Lopez s'est fait briefer par ses potes. Paqueta lui dit sur la droite. Il tire à gauche. C'est exceptionnel. Moi, je trouve que c'est vraiment un bijou, ça. Moi, je serais plus clément avec M. Turpin parce que l'action est pas facile à juger quand même à vitesse réelle. Moi, j'aurais sifflé. Après, je regardais ralenti. Je fais il y a peut-être quelque chose. Donc bon. Après, ça va pas gâcher mon plaisir, peut-être parce que je suis supporter d'aucune des deux équipes. Mais je pense qu'il y a eu du match encore après et que ça a pas forcément, ça a influencé, mais c'est pas ça forcément qui fait que Paris l'a emporté. Enfin, pas que ça en tout cas. Et je serais plus dur avec Neymar parce qu'il est comme multirécidiviste. Il y a des matchs, il prend des coups, je veux bien, mais il reste souvent à terre. Donc bon, ça c'est un peu le. Mais là, il est de moins en moins à terre quand même. Il n'a pas été souvent à terre contre Lyon. Les Argentins, bon, ils mettent, tu vois. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avec la présence de Messi, son jeu est différent. Oui. Il a beaucoup simplifié son jeu. Plus mature, c'est vrai. Mike, la plaidoirie de Maître Pascal Bon. Parfait. Je vais juste rajouter que... il s'est mué en avocat. Je vais juste rajouter que M. Thiopin, en regardant les images, à vitesse réelle, il ne s'est pas trompé. C'est-à-dire qu'en tant que coach, hein, tu vois une faute comme ça, même si c'était peut-être Messi, Di Maria ou bien un autre attaquant, moi j'aurais sifflé le penalty. Par contre, ce que je lui reproche, c'est de ne pas aller regarder la VAR pour justement revoir sa décision. C'est-à-dire qu'il y a des arbitres, peut-être qu'ils ont un doute, et ils vont voir la VAR et voir s'ils ont pris la bonne décision. Mais est-ce que c'est pas la VAR qui les appelle
je crois, non? Alors, la VAR peut appeler. Je crois que c'est ça. Oui. Ben, justement. En général, quand il y a doute, c'est la VAR qui appelle. ouais. Bien sûr, c'est la VAR qui appelle. Donc c'est pas de sa faute en fait. Vraiment, le gars il subit une situation. Oui, oui, mais les arbitres assistants, messieurs, les arbitres assistants ont quand même regardé l'action et n'ont pas interpellé l'arbitre sur le terrain. Ça veut dire que pour eux, messieurs, il n'y a pas photo, il n'y a pas de débat. Donc, le débat est clos, messieurs. Je vous remercie. Et on va passer d'ailleurs à la synthèse des pronostics de cette émission Feuille de match, émission consacrée à la grille numéro 64 à valider avant samedi prochain 25 septembre à 8h55. Et cette grille, si vous avez les 14 bons pronostics, comme ce sera le cas pour nous, eh bien vous allez empocher la coquette somme 2 millions d'euros. C'est parti, match numéro 1 Marseille-Lens. On vous propose tout simplement le 1 et le N. Clermont-Monaco, le 2. Reims-Nantes, le 2. 3. Angers, le N et le 2. Brest-Metz, le N et le 2 également. Arsenal-Tottenham, nous vous proposons le 1 et le 2, match ouvert, donc pronostic ouvert. Le derby de la ville éternelle à la Diodrome contre l'AS Roma, le 1, le N et le 2. Naples-Cagliari. Bruno, c'est un petit clin d'œil à Bruno Michovigne, le 1. Juventus-Sampdoria de Gênes, le 1 également. Le FC Barcelone face à Levante, nous sommes restés sur le 1, mais avec un grand M, un M de Bible. Attention à ce Barça qui est moribond et qui peut se faire voler la victoire par Levante. Donc le 2 n'est pas à proscrire. Le match suivant, Real Madrid-Villarreal, le 1. Lyon-Lorient, on restera également sur le 1. Bordeaux-Rennes, le 1 et le 2. Et enfin, Paris Saint-Germain-Montpellier, nous vous proposons le 1, donc avec une victoire sèche du Paris Saint-Germain. Merci, Maître Pascal Bon. Merci, Ronnie. Merci à tous, mes téléspectateurs. Merci, Patrice Basile. Merci. Guillaume Michaud, au plaisir de vous avoir ici même. Donc, on estime que c'est un titulaire du poste désormais. Hein. Ah oui, on le garde à l'équipe. Hein, Comme Whisky. On va pas le sortir comme Messi. Hein, on va le garder avec nous. Merci à Mike d'être venu. Merci, Ronnie. Merci à tous. Et puis, les amis, on vous donne rendez-vous à vous, téléspectateurs de Guadeloupe, de Martinique, mais également de Guyane, jeudi prochain pour une prochaine feuille de match. Et puis, tout au long de la semaine, vous aurez des rediffusions de notre émission. Excellente soirée sur Éclair TV. Et puis, je suis persuadé que ce qui suit va forcément vous intéresser.